Le matin du réveillon de Noël, à l'intérieur du vaste domaine historique de la famille de Vaudémont, un majestueux château niché au cœur de la Sologne. L'arôme savoureux du chapon, rôti au marron et des bûches pralinées flottait. Dans l'air depuis l'aube. À l'extérieur, sur les pelouses immenses et parfaitement entretenues, les marches de pierre étaient encore glissantes à cause du givre matinal. À l'intérieur de la demeure principale, les belles filles et les tantes s'affairaient transférant la porcelaine fine et les plateaux en argent vers la grande salle à manger. Olympe Cabanel portait son tablier depuis 5 heures du matin, disposant méticuleusement des fromages affinés et des fruits de saison, sur une immense planche de charcuterie pour la traditionnelle réception de la famille. Bien qu'elle n'ait pas fermé l'œil de la nuit, personne ne prenait la peine de lui demander comment elle allait. Pour tous les autres, elle n'était que l'unique belle-fille de Godefroy de Vaudémont, le patriarche milliardaire du conglomérat familial et l'épouse de Cyriaque de Vaudémont. Les tranches de poire doivent être disposées en éventail vers l'extérieur. « Tu es notre belle-fille depuis 2 ans. Comment peux-tu encore ignorer quelque chose d'aussi basique ?» aboya la tante aînée. Olympe baissa immédiatement la tête. « Je suis désolée, ma tante. Je vais corriger cela. » Même s'il ne s'agissait que d'une tranche de fruits mal placée, elle devait s'excuser, comme si elle avait jeté l'opprobre sur toute la lignée. Pendant qu'elle réarrangeait silencieusement les fruits, la tante fit claquer sa langue assez fort pour que les parents assis à proximité l'entendent. « Eh bien, à quoi vous attendez-vous ? Une fille de la campagne issue de la classe ouvrière qui fait un tel mariage a évidemment beaucoup à apprendre. Heureusement que la mère de Cyriaque, Hortense, a la bonté de la guider. » Olympe ne dit rien. Au début, chaque fois qu'elle entendait de tels commentaires, son visage s'empourprait. Et la nuit, elle pleurait silencieusement sous ses couvertures. Mais aujourd'hui, elle avait appris à ne pas réagir. Si elle protestait, elle était irrespectueuse. Si elle essayait de s'expliquer, elle cherchait des excuses. Si elle souriait, elle était immature. Si elle avait l'air sombre, on l'accusait de gâcher l'esprit de Noël. En fin de compte, l'expression la plus sûre qu'elle pouvait adopter était la vacuité. De l'autre côté du grand hall, dans le fumoir des hommes, on buvait du cognac hors d'âge en discutant d'acquisition d'entreprises et d'immobilier. Assis en plein centre, se trouvait son mari Cyriaque. Vêtu d'un costume anthracite sur mesure, il répondait aux questions de ses proches avec une précision concise et calculée. En tant que directeur exécutif d'une firme d'équipements industriels basée à La Défense et principal héritier de l'Empire, Vaudémont, chacun de ses mots était parfait. Quand quelqu'un faisait une plaisanterie, il étirait à peine le coin de ses lèvres. Lorsque la conversation revenait aux affaires, son visage redevenait froid et sérieux. Cyriaque n'avait pas jeté un seul regard en direction de sa femme. Cela ne la surprenait plus. Ils avaient fait la route depuis Paris dans la même voiture, mais leur conversation pendant le trajet de 2 heures s'était résumée à 3 phrases. « Mets ta ceinture. Nous n'avons pas besoin de nous arrêter à une aire de repos. Ne fais pas de grimaces bizarres devant mes parents. » Cyriaque ne parlait que lorsque c'était strictement nécessaire. Si on lui demandait s'il avait mangé, il hochait la tête. Si on lui demandait s'il rentrerait tard, il fronçait les sourcils et demandait si Olympe le surveillait. Dans sa vie quotidienne, il y avait de la place pour l'entreprise, pour ses parents et pour Zénobie. Mais il n'y avait aucune place pour sa femme. Juste avant que le patriarche ne prononce le traditionnel discours du réveillon, le bruit d'une voiture s'arrêtant devant la grille principale résonna à l'extérieur. Il était impensable qu'un invité arrive en retard un jour pareil, si bien que tout le monde cessa momentanément ses activités. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent, et le cliquetis aigu de talons aiguilles résonna dans le grand hall. La première personne dont le visage se figea ne fut pas Olympe, mais la mère de Cyriaque, Hortense. Zénobie se tenait là vêtue d'une robe de créateur noir très chic, sous un trench coat en cachemire crème. L'apparence de Zénobie était bien trop mondaine et glaciale pour un Noël en famille. Bien qu'elle fût le centre d'attention de dizaines de parents médusés, elle ne semblait pas le moins du monde nerveuse. Au contraire, elle paraissait sereine, comme si elle s'était préparée à ce moment depuis longtemps. « Je m'excuse pour l'intrusion. » Hortense leva la voix tranchante comme un rasoir. « Où croyez-vous être pour faire irruption ici ?» Comme si elle s'attendait à la réaction d'Hortense,
Zénobie tira une enveloppe blanche de son sac de luxe. Puis, elle regarda Cyriaque. Son regard était un mélange de chagrin, de déception et d'une ferme conviction qu'elle voulait afficher. « Je ne suis pas venue parce que j'en avais envie, mais il semble que Cyriaque doive prendre une décision aujourd'hui. » Cyriaque se leva lentement. « Zénobie rentre chez toi. Si je rentre, tu m'éviteras encore, n'est-ce pas? Nous parlerons plus tard. Combien de temps va durer ce plus tard ?» La voix de Zénobie résonna dans le hall. Les parents commencèrent à chuchoter, et le visage de Godefroy de Vaudémont se changea instantanément en pierre. Olympe reposa la cloche en argent qu'elle tenait. Une sensation nauseuse commença à s'insinuer au bout de ses doigts. Zénobie sortit une échographie et un document médical de l'enveloppe. « Je suis enceinte. » Instantanément, tout bruit mourut dans le manoir. Seul le faible cliquetis des casseroles provenant de la cuisine lointaine se faisait entendre. Zénobie poursuivit la voix légèrement tremblante. « C'est l'enfant de Cyriaque. J'en suis à 9 semaines. » La tante aînée se couvrit la bouche choquée. Hortense marcha vers Zénobie et lui arracha les documents des mains. Godefroy lança un regard mortel à Cyriaque et exigea d'une voix d'une terrifiante gravité. Quelle est la signification de ceci? Cyriaque regarda l'échographie. Un bref éclair de choc traversa son visage, mais il durcit rapidement son expression. Il ne demanda pas à Zénobie si c'était vrai, il ne la démentit pas et ne la traita pas de menteuse. Pour Olympe, ce silence était plus clair que n'importe quelle réponse verbale. Plus cruel encore que la grossesse de Zénobie, il y avait la réalité que son mari ne regardait même pas sa propre femme. Cyriaque ne vérifia pas l'expression d'Olympe une seule fois. Il agissait comme si elle n'était même pas dans la pièce, ou comme si sa souffrance ne méritait pas d'être prise en considération. Hortense se précipita vers Olympe paniquée. « Ce n'est peu, être même pas vrai. Ne te méprends pas. » En entendant le mot « méprendre », Olympe eut un petit sourire creux. Au cours des 2 dernières années, elle avait entendu « ne te méprends pas » un nombre incalculable de fois. Elle n'avait pas le droit de se méprendre. Même lorsque son mari quittait la maison au milieu de la nuit après avoir reçu un appel de Zénobie, elle devait croire qu'il ne s'agissait que d'affaires. Même lorsqu'une photo d'eux côte à côte lors d'un gala d'entreprise était publiée dans un journal économique en ligne. Même lorsqu'elle avait découvert que son mari était parti en voyage d'affaires avec Zénobie le jour de leur anniversaire de mariage, on lui avait dit qu'elle était tout simplement trop sensible. Olympe baissa les yeux vers la bague à son annulaire gauche. L'alliance que Cyriaque avait glissée à son doigt le jour de leur mariage n'avait jamais été une promesse d'amour. Lentement, elle la retira. « Que fais-tu » demanda Hortense effarouchée. Sans répondre, Olympe se dirigea vers la grande table de la salle à manger. Au milieu de la douce odeur des herbes rôties et de la cannelle, elle posa la bague en diamant sur un espace vide à côté d'un plateau en argent. Le tintement aigu du métal froid résonna de façon assourdissante. C'est seulement à ce moment-là que Cyriaque la regarda. Olympe Cabanel. C'était la première fois qu'il utilisait son nom de jeune fille complet. Regardant son mari droit dans les yeux, Olympe demanda d'un calme troublant. « Combien de temps encore dois-je rembourser la dette de ma famille envers la vôtre? De quoi parles-tu? Mon père a sauvé la vie de ton père. C'est pour cela que je suis devenue une belle fille dans cette maison. La dette que tu as, c'est envers mon père. Mais pourquoi est-ce toujours moi qui dois payer pour cela ?» Godefroy intervint le visage rigide. « Olympe, aujourd'hui est un jour d'unité familiale. Gardons cette discussion émotionnelle pour plus tard. »« Plus tard » répéta Olympe. « Les conversations me concernant sont toujours pour plus tard. Après que les affaires de mon mari soient réglées, après les événements familiaux, après avoir protégé la fierté des aînés. Mais je ne sais pas quand ce plus tard arrivera un jour. » Cyriaque fit un pas en avant et tendit la main vers son poignet. Mais elle recula. Peu, être parce que ce geste lui semblait si étranger, la main de Cyriaque se figea en l'air. Sa femme qui accourait toujours quand on l'appelait, qui s'excusait quand il était en colère et qui attendait exactement là où il l'avait laissé, fuyait son contact pour la première fois. Olympe regarda l'échographie dans la main de Zénobie, puis se tourna vers Cyriaque. « Je ne te demanderai pas pourquoi tu ne peux pas démentir tout de suite. Réponds-moi juste à une chose. » Sa voix ne tremblait pas, mais ses yeux étaient embués de larmes retenues. «
Pendant tout le temps que j'ai passé dans cette maison, ai-je jamais été ne serait-ce qu'un instant ta femme ?» Syriac ne put répondre. Dans ce lourd silence, Olympe se souvint du jour 2 ans plus tôt où elle avait été liée à cette famille. L'été dans le Périgord noir était humide et lourd. La lumière du soleil se fragmentait sur les vastes terres agricoles nichées dans les vallées et des nuages de pluie semblaient toujours s'accrocher aux collines lointaines. Les parents d'Olympe cultivaient des légumes biologiques et exploitaient un verger de noyers et de pommiers. Bien qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, leur travail acharné suffisait à maintenir leur vie modeste. Son père Anselme était connu dans le village comme un homme taiseux, mais profondément fiable. Il aidait les autres comme si leurs problèmes étaient les siens. Sa mère, Séraphine, bien que souvent exaspérée par la douceur de son mari, restait fidèlement à ses côtés pour s'occuper du verger. Le lien entre Godefroy de Vaudémont et Anselme Cabanel avait commencé il y a 20 ans lors d'un violent orage d'été qui avait provoqué des crues soudaines. À l'époque, Godefroy, qui venait d'étendre son empire, fut pris dans le déluge alors qu'il se rendait à un rendez-vous. Son SUV de luxe avait dérapé sur une route de corniche et plongé dans un ravin qui se remplissait à vue d'œil. Anselme, qui passait par là avec sa camionnette, avait risqué sa propre vie pour forcer la portière écrasée et extirper Godefroy juste avant que le véhicule ne soit englouti. Anselme ne s'en était jamais vanté, mais pour Godefroy, c'était différent. Chaque fois que son entreprise franchissait un nouveau cap, il venait visiter la maison d'Anselme, tentant de lui envoyer des cadeaux extravagants et des chèques pendant les fêtes. Anselme acceptait les pâtés et les confitures, mais rendait toujours l'argent. « Si je prends un chèque pour avoir sauvé une vie, j'ai l'impression de faire du commerce. » En entendant cela, Godefroy se sentit encore plus redevable. Olympe avait vu Syriac à quelques reprises lorsqu'il accompagnait son père dans le Périgord pendant leur enfance. Syriac avait 6 ans de plus qu'elle silencieux, portant des vêtements impeccables et coûteux de vrais petits Parisiens. Mais il lui avait un jour tendu la main pour l'aider à se relever lorsqu'elle avait trébuché près du Parisien. Ruisseau, elle s'était accrochée à ce bref souvenir fugace pendant très longtemps. Mais devenu adulte, il vivait dans des mondes entièrement différents. Olympe avait étudié la pâtisserie dans un lycée hôtelier avant de retourner dans le Périgord avec le rêve d'ouvrir une boulangerie utilisant les récoltes de ses parents. Syriac, après avoir étudié à HEC Paris et à l'étranger, était entré dans l'entreprise de son père et avait gravi les échelons à une vitesse fulgurante. Le garçon qui lui avait tendu la main près du ruisseau semblait totalement effacé. L'homme sur les photos des magazines financiers paraissait polyglacial et complètement indifférent aux sentiments des autres. Les discussions autour d'un mariage commencèrent après l'effondrement d'Anselme dans le verger. Avant son pontage coronarien d'urgence, Godefroy lui obtint une place à l'hôpital de la Pitié, salpêtrière à Paris, et proposa de couvrir toutes les factures médicales astronomiques. Anselme refusa, mais Godefroy ne céda pas. Ce jour-là, dans le couloir blanc et stérile de l'hôpital, Godefroy aborda pour la première fois la question du mariage avec Olympe. « Il y a quelque chose à quoi je pense depuis longtemps. Ce serait une bénédiction si Syriac et toi construisiez une vie ensemble. Au début, Olympe crut avoir mal entendu. Ton père et moi sommes plus proches que le sang. Je t'ai vu grandir et j'ai confiance en toi pour prendre soin de notre famille. » Parla Godefroy chaleureusement. Mais ces mots portaient un poids qu'il était impossible de refuser. Dans une situation où ils acceptaient une aide médicale vitale, Olympe ne pouvait pas simplement dire non. De plus, sa mère considérait peu être le fait de devenir une Vaudémont comme un coup de chance miraculeux. Syriac est un homme si impressionnant. Si tu entres dans une telle famille, tu n'auras plus jamais à lutter pour le reste de ta vie. Maman, on ne se marie pas juste pour éviter de lutter. L'amour est censé. L'amour peut grandir avec le temps. Crois-tu que ton père et moi étions follement amoureux le premier jour ? Séraphine serra la main de sa fille. Tu connais l'état du cœur de ton père et nos finances. Ils veulent t'accepter. Où d'autres trouveras-tu des gens aussi généreux ? Personne ne disait qu'on la forçait, mais toute la situation la poussait sur une voie unique. Elle rencontra à nouveau Syriac dans une brasserie chic et feutrée du 8e arrondissement. Après l'échange de banalités, leurs parents les laissèrent délibérément seuls.
Syriac fixa simplement son verre de whisky. « Refuse ce mariage », fut la première chose qu'il lui dit. Surprise, mais gardant son sang-froid, Olympe demanda « Tu ne veux pas de ça non plus, n'est-ce pas? J'ai déjà quelqu'un d'autre que je compte épouser. » C'était la première fois qu'Olympe entendait le nom de Zénobie. Syriac lui expliqua qu'il sortait avec elle depuis l'école de commerce. Cependant, Godefroy et Hortense s'opposaient farouchement à Zénobie, convaincus qu'elle en avait seulement après la fortune familiale. « Mon père se sert de toi pour se débarrasser de Zénobie. Si tu acceptes ce mariage, je te détesterai probablement pour le reste de ma vie, » ajouta-t-il, ce qui ressemblait moins à une menace qu'à un sombre avertissement. « Alors c'est à toi de refuser directement. Si je dis non, ton père arrêtera de payer les traitements de mon père. Mon père n'est pas ce genre d'homme. Tu ne connais pas mon père. Et mes parents n'abandonneront pas si facilement. Crois-tu qu'ils goberont qu'une fille de la classe ouvrière jetterait volontairement la chance d'épouser un Vaudémont ?» Ces mots transpercèrent la fierté d'Olympe. « Je t'en prie, ne parle pas de mes parents ainsi. Si tu es offensé, prouve-le. Refuse le mariage. » Olympe ne donna pas de réponse ce jour-là. Avec l'opération de son père imminente, elle manquait de courage pour dire qu'elle refuserait toute aide. Mais elle n'était pas sûre non plus d'avoir raison de s'engager dans un mariage en sachant qu'il la détestait. En fin de compte, accepter le mariage fut son propre choix. Le déclin de la santé de son père, les espoirs désespérés de ses parents, la dette de gratitude écrasante et un vague souvenir d'enfance la lièrent à ce destin. Surtout, elle croyait bêtement qu'avec le temps Syriac la reconnaîtrait. Le jour de leur mariage, Syriac ne sourit pas une seule fois. Devant des centaines d'invités et de caméras, il joua le rôle du marié parfait. Mais lorsqu'ils se retrouvèrent enfin seuls dans la suite nuptiale, il dit froidement « Ne t'attends pas à ce que j'agisse comme un mari après aujourd'hui. Je ne romprai pas non plus avec Zénobie. » Olympe posa sagement ses mains gantées de blanc sur ses genoux. « Je n'attendrai rien, s'il te plaît. Ne blesse simplement pas la fierté de mes parents devant les autres. » Syriac laissa échapper un rire méprisant. « Donc, en fin de compte, tout ce qui t'importe, c'est la fierté de ta famille. Tu es ici pour la fierté de ta famille. Toi aussi, n'est-ce pas ?» Pour la première fois, il n'eut rien à répondre. Après leur mariage, ils emménagèrent dans un somptueux hôtel particulier de l'avenue Foch, dans le 16e arrondissement de Paris. La maison possédait de hautes grilles en fer forgées d'immenses baies vitrées et des meubles modernes hors de prix. Mais pour Olympe, l'endroit était plus étranger qu'un hôtel. Hortense proposa d'embaucher une gouvernante à demeure, mais Syriac refusa. « Je n'aime pas les étrangers chez moi. » Par conséquent, toutes les tâches ménagères incombèrent naturellement à Olympe. Syriac lui remit une carte bancaire haut de gamme, une carte black pour les dépenses courantes, et mentionna avec désinvolture que chaque alerte de transaction serait envoyée sur son téléphone. « N'achète que ce qui est nécessaire. Ne gaspille pas d'argent pour des choses inutiles. » Au début, chaque fois qu'elle faisait les courses, elle collectionnait les reçus. Elle expliquait ses dépenses, même quand il ne le demandait pas. Un jour, alors qu'elle avait acheté du Doliprane et du Spasfon pour des crampes menstruelles, Syriac l'appela. « Qu'as-tu acheté exactement à la pharmacie pour que ça coûte ce prix-là? Je ne me sens pas bien. Si tu es malade, va voir un médecin. N'achète pas des médicaments, sans ordonnance au hasard. Une consultation médicale coûte plus cher. Tu crois que je fais ça parce que je n'ai pas d'argent ?» s'emporta-t-il, s'excusant ensuite sans trop comprendre pourquoi. Syriac rentrait presque toujours tard. Les premiers mois, Olympe préparait le dîner tous les soirs, mais la nourriture refroidissait sur le comptoir en marbre. Quand elle appelait Syriac, répondait d'un ton profondément irrité. « Ai-je dit que je mangeais à la maison? Ne m'appelle pas pour un au cas où. » Hortense disait « Rends la maison chaleureuse pour que le cœur de ton mari ne s'égare pas. Ne sois pas sur son dos. » Olympe essaya de croire ces mots. Elle cuisina ses plats préférés, repassa elle-même ses chemises et laissa la lumière du porche allumée. Mais Syriac trouvait même cette lumière agaçante. Elle acheta un petit carnet noir. Au début, c'était pour noter les goûts de Syriac, mais le contenu changea. Ne pas appeler tard le soir. Ne pas demander s'il a déjà dîné.
Ne pas regarder son téléphone même si le nom de Zénobie apparaît. Toujours choisir l'option la moins chère. Si je dois pleurer, pleurer là où Cyriaque n'est pas. Olympe traitait cela comme des règles absolues. Pour leur premier anniversaire de mariage, Olympe prépara un entremets aux baies sauvages avec du sirop qu'elle avait rapporté du Périgord. Cyriaque rentra à 23. Son trench sentait un parfum féminin. « Sais-tu quel jour on est ?» demanda Olympe. « J'ai un conseil d'administration demain matin. Aujourd'hui, c'est notre premier anniversaire. » Il regarda le gâteau. « Je n'ai aucune intention de célébrer ce mariage. » Je te l'ai dit depuis le début, n'attribue pas ta propre signification aux choses pour ensuite être blessé quand je ne joue pas le jeu. Ce n'est pas ma responsabilité. Il monta à l'étage. 3 jours plus tard, en jetant le gâteau moisi, elle douta pour la première fois. Puis, un soir d'hiver, Cyriaque ramena Zénobie à la maison. Olympe préparait un velouté de potimarron aux éclats de châtaigne. Zénobie entra à son bras. « Nous avions des dossiers d'acquisition à revoir », expliqua Cyriaque. Pendant le dîner, Zénobie domina la conversation avec son jargon d'entreprise. Zénobie goûta une cuillerée du velouté et le complimenta. « C'est phénoménal. Tu as de la chance qu'Olympe soit une si bonne cuisinière. Je suis totalement désespérante en cuisine. I ten it. » Cyriaque répondit avec une indifférence totale. Elle reste à la maison toute la journée. Elle a tout son temps. Cette seule phrase réduisait tout le travail d'Olympe à néant. Se lever à l'aube, nettoyer l'immense maison, organiser la liste des traiteurs envoyés par sa belle-mère, appeler l'hôpital pour les examens de son père et passer des heures au fourneau. Tout cela n'était que quelque chose qu'elle faisait parce qu'elle avait tout son temps. Après le dîner, alors qu'elle faisait la vaisselle, Olympe vit Zénobie ajuster la cravate de Cyriaque. Cyriaque vit Olympe et dit « Prépare-nous 2 expressos, s'il te plaît. » Olympe regarda et demanda doucement « Puis-je en prendre un et m'asseoir moi aussi? Nous discutons affaires. Je m'assierai tranquillement. Je ne dirai pas un mot. Pourquoi en aurais-tu besoin ?» Cette courte question brisa le cœur d'Olympe. Elle apporta les expressos et monta dans sa chambre. En entendant le rire de Cyriaque en bas, elle sortit le carnet noir et écrivit « Quand mon mari est avec la femme qu'il aime, ne pas s'immiscer, ne pas s'immiscer. » Et en dessous « Ne pas espérer que si j'endure cela, il finira par comprendre. » C'était le premier avertissement adressé non pas à son mari, mais à elle-même. Endurer ne vous rend pas aimé. À partir de ce jour, Olympe cessa d'attendre Cyriaque. Elle ne laissait plus la lumière allumée. Cyriaque ne remarqua pas les changements les premiers jours. Mais une nuit rentrant tard, il trouva le porche plongé dans le noir. La maison était silencieuse. Il ouvrit la porte de la chambre et vit Olympe endormie lui tournant le dos. Il l'appela doucement. Aucune réponse. Olympe, qui faisait semblant de dormir, avait les paumes moites. Le fait que la peur précède tout sentiment de confort lorsque son mari l'approchait lui semblait pathétique. C'est à cette époque qu'Olympe décida de reprendre le travail. Elle trouva une offre d'emploi dans une boulangerie artisanale et pittoresque du Marais, appelée le Fournil d'Aloïs. Derrière la caisse, un homme d'une 30aine d'années, Aloïs, préparait la pâte. Il lui fit passer un test pratique. Olympe prépara un entremets au cassis et mascarpone surmonté de noix caramélisées. Aloïs goûta et l'embaucha sur le champ. Travailler au Fournil était un monde différent. Son entremets devint un succès. Aloïs écrivit son nom sur une petite ardoise. Entremets au cassis création d'Olympe. Olympe resta subjuguée. Elle n'avait presque jamais entendu son propre prénom prononcé dans sa belle famille. Olympe ne dit pas à Cyriaque qu'elle avait trouvé un emploi. Mais le secret ne pouvait être gardé éternellement. Un vendredi après-midi, Cyriaque se promenait dans le Marais avec Zénobie. Zénobie insista pour entrer dans cette nouvelle boulangerie à la mode. En voyant Olympe derrière le comptoir en chemise blanche et tablier le sourire éclatant aux lèvres, Cyriaque se figea. Zénobie s'approcha. « Olympe, que fais-tu ici ?»« J'y travaille, » répondit calmement Olympe. « Cyriaque, a-t-il approuvé cela ?» Le visage de Cyriaque se crispa. L'implication que sa femme avait besoin de sa permission le mettait mal à l'aise. Mais il ne la défendit pas. « Depuis quand ?» demanda-t-il, la voix abaissée d'une octave.
Environ 2 mois, sans me le dire. Je me suis dit que tu l'interdirais si je te le demandais. Tu ne m'as jamais demandé ce que je fais de mes journées, n'est-ce pas? Aloïs s'interposa. Cyriaque le dévisagea irrité par l'inquiétude de cet homme pour sa femme. Olympe posa une part du gâteau devant Cyriaque. « Goûte, c'est la première fois que tu reconnais mon travail. » Cyriaque goûta. C'était infiniment meilleur qu'il ne l'avait anticipé. Mais il ne fit aucun éloge. « Combien de temps comptes-tu faire ça? Manques-tu de quelque chose à la maison? Je ne fais pas ça pour l'argent. » Alors pourquoi? Parce que je ne veux pas oublier que je suis une personne capable de faire quelque chose de ses propres mains. Le soir même, Cyriaque rentra tôt. Olympe expliqua. « Si j'ai mon propre argent, au moins je n'ai pas à demander la permission juste pour exister. Quand ai-je déjà demandé d'obtenir une permission? Encore une fois, tu parles comme si tu étais la victime. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à qui a fait de moi la victime? Répliqua-t-elle avant de monter se coucher. À partir de ce jour, Cyriaque développa une obsession pour le travail de sa femme. Un jour, en la voyant rire librement avec Aloïs à travers la vitrine, il réalisa que le sentiment n'était pas que de l'inquiétude. Il ressentit une irritation viscérale. Pourquoi cette femme toujours fantomatique en sa présence riait-elle si brillamment avec cet homme? Il entra s'assit et l'observa travailler en silence. Sur le chemin du retour, dans un silence étouffant, Cyriaque craqua le premier. « Es-tu proche de ce type? C'est le propriétaire. Nous rions ensemble. Les gens rient quand ils parlent parfois. Mais toi, tu ne ris jamais quand tu es avec moi. » Quelques jours plus tard, Olympe fut frappée de nausées. Elle acheta un test de grossesse avec sa propre carte de débit. 2 bars. Elle fondit en larmes. Une clinique confirma la grossesse. Elle décida de préparer un dîner spécial pour l'anniversaire de Cyriaque afin de lui annoncer. Elle acheta des petits chaussons brodés qu'elle plaça dans une boîte cadeau. Mais à 21, Cyriaque n'était pas là. Zénobie lui envoya un message. « Pouvons-nous nous voir? J'ai quelque chose d'important concernant Cyriaque. » Elle joignit la photo d'une échographie. Olympe rejoignit Zénobie dans le salon d'un palace. Zénobie lui montra le document. « Ne me mens pas, » dit Olympe, s'accrochant à la chaise. Cyriaque sait. Mais le conseil d'administration finalise sa promotion. Un divorce houleux causerait des problèmes boursiers, alors il attend le bon moment. Divorce, ce bébé a besoin d'un père. De retour chez elle, Olympe attendit. Cyriaque arriva vers minuit. Olympe lui montra la photo envoyée par Zénobie. « Où as-tu eu ça ?» demanda-t-il, le sang se retirant de son visage. « C'est donc vrai ?» J'enquête là, dessus. Si elle est vraiment enceinte, nous n'avons pas encore la preuve que c'est de moi. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je suis ta femme. Soudain, le titre de femme est important pour toi. Je m'en occupe, reste en dehors de ça. Sommes-nous même un couple marié normal? Murmura Olympe. Cyriaque remarqua la boîte cadeau. Qu'est-ce que c'est? Rien. Il n'y a plus aucune raison de te la donner. Elle serra la boîte contre sa poitrine et monta les escaliers en courant. Contrésion, elle serra la boîte contre sa poitrine. Elle serra la boîte contre sa poitrine et monta les escaliers en courant. Ce soir-là, Olympe enfouit les petits chaussons au fond de son tiroir et ajouta une nouvelle règle. Ne pas utiliser un enfant pour mendier de l'amour. Ce qui nous ramenait à ce matin de Noël. Après avoir laissé sa bague sur la table, Olympe prit un taxi pour la gare et retourna à l'hôtel particulier de Paris. Elle mit ses maigres affaires dans une valise. Elle prit la boîte contenant les petits chaussons et pleura toutes les larmes de son corps. « Je suis tellement désolée », murmura-t-elle à son ventre. « Si je reste ici, j'ai l'impression que je vais disparaître complètement. » Elle rédigea un post-it sur l'îlot en marbre. « Je veux vivre séparément pendant un moment. Je te contacterai la première. S'il te plaît, ne me cherche pas. » Grâce à Aloïs, elle trouva un petit studio meublé à Dinard en Bretagne, une ville côtière et calme. Ce soir-là, en Sologne, Cyriaque eut une dispute féroce avec Zénobie. « Si c'est mon enfant, nous ferons d'abord un test ADN », hurla-t-il. Il savait déjà que ses dossiers médicaux étaient suspects et que les dates ne correspondaient pas. Cyriaque rentra à Paris
et trouva la maison plongée dans le noir. La garde-robe d'Olympe était vide. Le post-it était là. Quelques jours plus tard, Cyriaque, ivre de scotch dans son bureau, lisait le rapport d'audit qu'il avait commandé Zénobie. Avait volé des données technologiques exclusives et ses dates de clinique étaient de la pure fiction. En cherchant un chargeur dans la chambre, il trouva le petit carnet noir d'Olympe coincé au fond du tiroir. Il l'ouvrit. Son nom était en haut de la page. Ne pas appeler tard la nuit. Si j'achète des médicaments justifiés, pourquoi? Ne pas demander de questions si Zénobie appelle. Si Cyriaque est en colère, s'excuser, avant même de savoir pourquoi. Le doigt de Cyriaque se figea. Il tourna les pages. Les mots négligents et cruels qu'il lui avait crachés au fil des ans avaient été institutionnalisés comme des lois auxquelles elle devait survivre. Les coins des pages étaient gondolés par des larmes séchées. Et à la fin, ne pas utiliser un enfant pour mendier de l'amour. Cyriaque allaita. Un enfant. Il fouilla frénétiquement dans un vieux sac à main et trouva un reçu froissé, le reçu d'une clinique gynécologique. La réalité le frappa avec la violence d'un coup de poing. Pendant qu'il enquêtait sur les mensonges de Zénobie, sa femme était allée seule à la clinique pour confirmer la venue de leur bébé. Elle avait préparé un gâteau pour le lui annoncer et il l'avait repoussé. Pour la première fois de sa vie, il était plus terrifié par ce qu'il représentait aux yeux d'Olympe que par le fait d'avoir été manipulé par Zénobie. Elle avait peur de lui. Les mains tremblantes, il composa son numéro et laissa un message vocal. « Olympe !» Sa voix se brisa. « Tu n'as pas à me dire où tu es. Dis-moi juste que tu es en sécurité. J'ai trouvé ton carnet. Je sais que je n'aurais pas dû le lire, mais je l'ai fait. J'étais toujours en colère, parce que je pensais que tu ne communiquais jamais. Mais je réalise maintenant que ce n'est pas que tu ne parlais pas, c'est que je refusais d'écouter. Je suis désolée. Et pour le bébé, je jure que je ne te laisserai pas traverser ça seule, mais je n'utiliserai pas cela pour te forcer à revenir. Appelle-moi quand tu seras prête. » Adinar Olympe mit 3 jours à écouter le message vocal terrifié à l'idée qu'une seule excuse efface des années d'agonie. En entendant sa voix brisée, elle pleura de chagrin. Pourquoi réalisait-il cela? Seulement après qu'elle ait tué sa dernière goutte d'espoir, elle envoya un unique SMS. « Je suis en sécurité. Le bébé est en bonne santé. Désormais, merci de communiquer uniquement par l'intermédiaire de mon avocate. » Ce soir-là, Olympe fut contacté par le cabinet de droit de la famille de Cyriaque. Il respecterait strictement ses souhaits. Adinar Olympe consulta Maître Iseult, une avocate de l'aide juridictionnelle. « Vous a-t-il déjà frappé ?» demanda Iseult. « Non, mais il me faisait toujours me sentir comme si je commettais un crime en existant. Les bleus ne sont pas la seule preuve de maltraitance. Contrôlez vos finances, vous isoler, vous maintenir dans un état de peur constante. C'est l'emprise psychologique et de la violence économique. C'est de la maltraitance. » Olympe fixa 3 conditions. Il ne devait pas la traquer. Il ne devait pas utiliser les parents pour la faire revenir. Et il n'utiliserait pas l'enfant pour la forcer à se réconcilier. Cyriaque accepta tout, demandant seulement à payer les frais médicaux et d'accouchement, ce qu'Iseult conseilla d'accepter comme une obligation paternelle légale. À Paris, la vie de Cyriaque dérailla. Godefroy le convoqua. « J'ai trouvé où est Olympe. Quand la ramènes-tu ? Elle porte l'héritier des Vaudémont. Ce n'est pas une propriété de l'entreprise papa. Et je ne la ramènerai pas de force, » répondit Cyriaque. Il démissionna de la ligne de succession, se récusa de toute décision exécutive et remit les dossiers d'espionnage de Zénobie et ses propres emails au parquet national financier, PNF. « J'en ai fini de fuir mes propres désastres, » dit-il. Cyriaque commença une psychothérapie intensive. Olympe loua un petit local commercial à Dinard et lança une boulangerie en ligne, Les Vents d'hiver, utilisant les produits du Périgord. Mais Zénobie n'en avait pas fini. Alors que l'enquête de l'AMF et du PNF la visait, elle fit courir la rumeur dans les blogs mondains parisiens que c'était Olympe qui avait volé les secrets commerciaux et s'était enfuie avec son amant boulanger Aloïs. La rumeur fit l'effet d'une bombe. Les commandes s'effondrèrent. Maître Iseult, l'appela le groupe Vaudémont, avait formellement remis l'affaire à la brigade financière. « Cyriaque t'a disculpé,
expliqua Isul. Il a fourni les journaux d'adresse IP prouvant que tu n'as jamais ouvert les fichiers. 1. Ce faisant, il a admis devant la justice fédérale sa propre négligence en matière de sécurité, s'exposant à des amendes massives et au renvoi du conseil d'administration pour te protéger. À la sortie du palais de justice Olympe vit Cyriaque. Il ne s'approcha pas trop. « Pourquoi n'as-tu pas juste protégé ta réputation ?» demanda-t-elle. « Laisser des données classifiées non sécurisées dans ma maison était mon échec, pas le tien. Zénobie ira en prison pour fraude. Je n'interférerai pas avec ton entreprise avec mon argent comme tu le souhaites. » Zénobie fut inculpée. Olympe vit son entreprise remonter la pente lentement avec authenticité. Lors de son 8e mois de grossesse, Olympe fut foudroyée par la douleur et transportée d'urgence à l'hôpital de Saint-Malo pour une menace d'accouchement prématuré. Cyriaque conduisit depuis Paris à toute vitesse, mais à son arrivée à la maternité, il s'assit dans le couloir. Il refusa que ses parents montent en hélicoptère. Quand une infirmière lui permit d'entrer, il s'assit loin du lit. Il ne fit rien, ne demanda rien, versa juste de l'eau et resta dans le couloir la nuit. 3 jours plus tard, Olympe put rentrer chez elle. Le jour prévu, le travail commença vraiment. À l'hôpital, quand la douleur devint insupportable, Olympe tendit aveuglément la main. Cyriaque, qui gardait les bras le long du corps, glissa doucement la sienne dans la sienne. Le bébé naquit. « Un garçon. As-tu un prénom » demanda Cyriaque. « Aurel Cabanel. » Cyriaque fut abasourdi, mais il hocha la tête. « C'est un prénom fort. C'est ton fils. Mon droit d'être père est quelque chose que je dois gagner par mes actes à partir d'aujourd'hui. » Cyriaque signa l'accord de garde stipulant qu'il paierait la pension alimentaire fixée par le juge sans la dépasser pour éviter toute manipulation et qu'il ne viendrait qu'au jour préapprouvé. Hortense tenta de protester en voyant le nom Cabanel, mais Cyriaque la fit taire immédiatement, protégeant Olympe pour la première fois. 1 mois plus tard, Olympe et Cyriaque se virent dans le bureau de maître Iseult. Zénobie purgeait sa peine. « Même sans Zénobie, tu étais un monstre pour moi, » dit Olympe. « Je sais, et je ne m'attends pas à ce qu'on joue à la famille heureuse. Je m'excuse pour admettre à haute voix que je ne pourrai jamais effacer ce que je t'ai fait, » répondit-il. La première année d'Aurel fut épuisante, mais libératrice pour Olympe. Cyriaque venait les 1er et 3e samedis du mois. Il attendait dans sa voiture. Il ne forçait jamais le bébé. Le jour où Aurel attrapa son doigt, Cyriaque resta pétrifié de peur de le faire fuir. À la Défense, Cyriaque avait refusé son poste de PDG et travaillait sur le terrain dans les usines à réparer les normes de sécurité qu'il avait jadis ignorées pour le profit. Pour le 1er anniversaire d'Aurel, Olympe organisa une fête dans l'arrière-cour de sa boulangerie à Dinard, avec un gâteau aux fruits frais. Hortense était venue plus tôt dans la semaine pour s'excuser sincèrement. « J'ai fait de toi une servante de luxe pour protéger l'ego de mon fils. Tu n'as plus jamais à nous dire oui. » Elle lui avait remis une vieille photo Polaroid de Cyriaque et Olympe enfant près du ruisseau. Lors de la fête, Cyriaque aida humblement à l'installation. Soudain, Godefroy arriva avec des dirigeants du CAC 40. « C'est le futur héritier de l'Empire Vaudémont », clama Godefroy. Olympe s'interposa. « Vous ne dicterez pas l'avenir de mon fils. Après les millions dépensés pour le cœur de ton père, » cracha Godefroy. Cyriaque se plaça devant Olympe. « Arrête de parler papa. Aurel n'est pas l'héritier Vaudémont. » À cause de cette arrogance qui consiste à croire qu'on possède les gens, j'ai détruit la meilleure chose que j'ai jamais eue. Je refuse d'infecter Aurel avec cette maladie. Humilié, Godefroy quitta les lieux. La tension retomba. Anselme tapa dans ses mains. « Alors, qui veut du gâteau ?» Lorsque tous les invités furent partis et le soleil couché sur le port de Dinard, Cyriaque sortit une petite boîte de son SUV. C'était le carnet noir. « Je n'ai écrit que dans les dernières pages, » dit Cyriaque. Olympe regarda. Exiger une soumission aveugle n'est pas un mariage, c'est de l'emprise. Être une personne sûre est infiniment plus important que de dire « je t'aime ». « Je sais que tu as changé, Cyriaque, » dit Olympe, « mais je ne sais pas si je pourrai un jour t'aimer à nouveau. » « Je sais. » Il ne chercha pas d'excuses. « Puis-je juste rester à tes côtés en tant que père d'Aurel ?» Olympe hésita. À l'intérieur,
Il y avait d'énormes pétrins de pâte au levain à préparer. « Tu peux m'aider ?»« Lave-toi les mains d'abord. » Cyriaque entra. Il était maladroit, mais suivait chaque instruction sans broncher. Ce n'était pas un pardon complet. C'était simplement le tout premier moment qu'ils partageaient en tant qu'égaux, sans que l'un viole les limites de l'autre. Quand Cyriaque partit dans la froide nuit bretonne, il ne se retourna pas pour voir si elle le regardait. Olympe rouvrit le carnet noir à la toute dernière page vierge et écrivit « Pour aimer quelqu'un, je ne dois pas me perdre. Et en dessous savoir si je rouvrirai un jour, cette porte ne dépend que de moi. » Olympe regarda son fils dormir au son du ressac de la mer. L'amour ne consistait pas à se soumettre par terreur de l'abandon. Il consistait à protéger ses propres limites, à assumer la responsabilité de ses actes et à avoir la grâce de rester dehors dans le froid, jusqu'à ce que l'autre personne se sente assez en sécurité pour déverrouiller la porte. La porte ne serait plus jamais défoncée de l'extérieur. Lorsqu'elle s'ouvrirait, ce serait de l'intérieur, par une main qui se sentirait totalement indéniablement en sécurité.